À toutes mes sœurs, à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles qui souffrent en silence. À celles dont on a dit qu'elles étaient douillettes comédiennes ou simplement femmes. Je vous écris aujourd'hui, non pas seulement pour moi, mais pour nous toutes. Mon nom est Victoria et je suis l'une des millions de femmes qui portent en elles une maladie invisible, sournoise, et pourtant si destructrice, l'endométriose. Il est temps de briser les chaînes du silence qui nous entoure. Il est temps de crier notre vérité. Nos douleurs ne sont pas une fatalité. Elles ne sont pas dans notre tête. Elles sont réelles, elles sont valides, et elles méritent d'être entendues, reconnues et soignées. Notre combat est un combat pour la dignité. Pendant trop longtemps, j'ai cru que j'étais seule. J'ai pensé que cette souffrance qui me tordait les entrailles chaque mois était mon fardeau personnel, une sorte de punition que je devais endurer sans me plaindre. La société nous apprend à être forte, à serrer les dents. On nous dit que les règles, ça fait mal, et qu'il faut faire avec. Mais franchement, quelle est la limite entre une douleur normale et une douleur qui vous vole votre vie? C'est cette question qui m'a hantée pendant des années. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas seule. Nous sommes une armée de femmes silencieuses. Il est temps de faire entendre nos voix, de partager nos histoires, de transformer notre souffrance individuelle en une force collective. Ce témoignage, c'est mon histoire, mais c'est aussi un peu la vôtre. C'est l'histoire d'une errance, d'une lutte, mais aussi d'une résilience. Je veux que chaque femme qui lira ces mots sache qu'elle n'est pas folle. Votre douleur est légitime. Votre fatigue est réelle. Votre combat mérite le respect. Nous ne demandons pas la pitié, nous exigeons la reconnaissance. La reconnaissance de notre maladie par le corps médical, par nos proches, par la société tout entière. Il est temps que l'endométriose sorte de l'ombre. Il est temps que l'on arrête de minimiser ce qui détruit nos corps, nos carrières, nos vies de couple, nos espoirs de maternité. Ce n'est pas juste une maladie de femme, c'est un enjeu de santé publique. Alors, parlons fort. Racontons nos histoires sans honte et sans peur. Éduquons nos filles, nos fils, nos partenaires, nos médecins. Faisons du bruit pour que plus aucune jeune fille n'ait à subir ce que nous avons subi, des années de douleur et d'incompréhension, avant de pouvoir mettre un nom sur son mal. Ce silence nous a trop coûté. Il a volé notre jeunesse, notre insouciance, notre confiance. Aujourd'hui, nous choisissons de le briser. Nous choisissons de nous battre, ensemble. Pour que le mot endométriose ne soit plus murmuré dans la honte, mais prononcé avec la force de celles qui savent, qui luttent et qui, enfin, espèrent. Notre cri du cœur doit devenir un vacarme assourdissant. Tout a commencé très tôt, avec l'arrivée de mes premières règles. J'étais une enfant, à peine sortie de l'innocence. Ce qui aurait dû être une étape naturelle s'est transformé en un véritable cauchemar. Les douleurs étaient fulgurantes, bien au-delà de simples crampes. C'était comme si des poignards me transperçaient le ventre, me coupaient le souffle, me clouaient sur place. Je me souviens des trajets pour aller à l'école, pliés en deux, le souffle court, priant pour que la journée se termine avant même d'avoir commencé. À l'école, c'était l'enfer. Personne ne comprenait. Ni les professeurs, ni même mes amis. Pour eux, j'étais celle qui se plaignait toujours. Les journées de cours étaient une épreuve. Je devais souvent quitter la classe pour me réfugier à l'infirmerie, le visage pâle, en sueur. L'infirmière, bien que gentille, était démunie. Elle me donnait un simple antidouleur et me conseillait de mettre une bouillotte. Mais cela ne suffisait jamais. J'ai manqué des dizaines, voire des centaines d'heures de cours. Les malaises étaient fréquents. Je pouvais m'évanouir à cause de l'intensité de la douleur. La gestion des règles abondantes ajoutait une couche de stress et de honte. La peur de la tache sur mes vêtements était constante. Je vivais dans une anxiété permanente. Les moqueries n'ont pas tardé. J'étais la fille fragile, celle qui exagérait. Certains camarades pensaient que j'inventais tout pour sécher les cours ou attirer l'attention. Ces mots, aussi tranchants que la douleur elle-même, se sont gravés en moi.
j'ai commencé à douter de moi-même. Et si c'était vrai? Et si j'étais juste plus faible que les autres? Cette incompréhension a créé un premier fossé entre le monde et moi. Je me sentais profondément seule et anormale. J'ai appris à cacher ma douleur, à sourire quand j'avais envie de hurler, à dire ça va quand mon corps était en feu. Cette dissimulation est devenue une seconde nature, un mécanisme de survie. À la maison, l'inquiétude se mêlait à l'impuissance. Mes parents me voyaient souffrir, mais ils ne savaient pas quoi faire. Nous avons consulté notre médecin de famille, qui a balayé mes symptômes d'un revers de la main. Ce sont les règles, c'est normal, ça passera avec l'âge ou après une première grossesse. Ces paroles, je les ai entendues si souvent. Elles ont retardé mon diagnostic de plus de 10 ans. 10 années pendant lesquelles la maladie a progressé en silence, tissant sa toile destructrice à l'intérieur de mon corps, tandis qu'à l'extérieur, je tentais désespérément de mener une vie normale. Ces premières batailles ont forgé la guerrière que je suis devenue. Mais elles ont laissé des cicatrices profondes. L'adolescence et le début de ma vie de jeune adulte ont été une longue et douloureuse errance médicale. Un marathon de consultations, d'examens et de diagnostics erronés. J'ai vu des généralistes, des gynécologues, des gastro-entérologues. Chacun avait sa propre théorie, mais personne ne semblait écouter vraiment ce que je décrivais. On m'a dit que j'avais le syndrome du côlon irritable. On m'a suggéré que c'était le stress de mes études. On m'a prescrit des dizaines de pilules contraceptives différentes, censées réguler mes cycles et apaiser les douleurs. Certaines n'avaient aucun effet, d'autres aggravaient mes symptômes ou provoquaient des effets secondaires insupportables. Je me sentais comme un cobaye de laboratoire. Chaque nouveau traitement était un nouvel espoir, rapidement suivi d'une nouvelle déception. J'ai essayé des antispasmodiques puissants, des anti-inflammatoires qui me détruisèrent de l'estomac et même des antidépressants, car un médecin avait insinué que mon problème était psychosomatique. Cette suggestion a été l'une des plus difficiles à entendre. Non seulement ma douleur physique était niée, mais on remettait en question ma santé mentale. Je commençais à me sentir folle, à croire que j'inventais cette souffrance. C'était une torture psychologique qui s'ajoutait à la torture physique. Le corps médical, en qui je plaçais toute ma confiance, me laissait tomber. L'errance n'est pas seulement médicale, elle est aussi profondément solitaire. On se sent incomprise par les professionnels de santé et il devient difficile d'expliquer sa situation à ses proches. Comment leur faire comprendre que l'on est malade quand aucun médecin ne trouve ce que l'on a? On passe pour une hypocondriaque. On évite de parler de ses douleurs pour ne pas lasser son entourage. On s'isole peu à peu, emmuré dans une souffrance que personne ne semble voir ni comprendre. J'ai passé des nuits entières à faire des recherches sur Internet, tapant mes symptômes dans l'espoir de trouver une réponse, une piste, une autre femme qui vivait la même chose. Ce n'est qu'à l'âge de 28 ans, après plus de 15 ans de souffrance, qu'un gynécologue, enfin, a prononcé le mot « endométriose ». Il m'a écouté, vraiment écouté. Il a pris mes douleurs au sérieux et a programmé une IRM pelvienne puis une kélioscopie. Le diagnostic est tombé comme un coup près, mais aussi comme une libération. Enfin, mon ennemi avait un nom. Je n'étais pas folle. Ma douleur était réelle, visible sur les images, confirmée par la chirurgie. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré de soulagement, de tristesse pour toutes ces années perdues, et de colère contre ce système qui laisse tant de femmes dans le brouillard. Le diagnostic n'était pas la fin du combat, mais c'était la fin de l'errance. Le diagnostic a mis un nom sur mon mal, mais il n'a pas effacé les conséquences de la maladie sur chaque aspect de ma vie. L'endométriose a redéfini mes ambitions professionnelles. J'ai dû renoncer à certains rêves, à des carrières qui demandaient une énergie et une disponibilité que je n'avais tout simplement plus. Les douleurs chroniques et la fatigue écrasante rendaient chaque journée de travail un défi. J'ai dû prendre de nombreux arrêts maladie, ce qui a suscité l'incompréhension et parfois la méfiance de mes employeurs et collègues.
Expliquer que l'on ne peut pas venir travailler à cause de ces règles reste un tabou immense dans le monde professionnel. J'ai dû adapter ma carrière, choisir des postes moins exigeants physiquement, accepter une progression plus lente. Ma vie sociale a également été profondément affectée. L'endométriose est une voleuse de moments précieux. Combien de soirées entre amis, de sorties, d'anniversaires, de mariages ai-je dû annuler à la dernière minute à cause d'une crise ? Mes amis ont souvent été compréhensifs, mais au fil du temps, on hésite à vous inviter. On devient celle qui n'est jamais là. La spontanéité n'existe plus. Chaque activité doit être planifiée en fonction de mon cycle, de mon niveau de douleur et de fatigue. Un simple week-end improvisé devient une source d'angoisse. Progressivement, mon cercle social s'est rétréci. J'ai gardé les amis les plus proches, ceux qui ont vraiment cherché à comprendre, mais j'ai perdu ce sentiment d'insouciance et de légèreté. L'impact sur ma vie intime et amoureuse a été dévastateur. La douleur pendant les rapports sexuels, appelée dyspareunie, est un symptôme courant et terriblement difficile à vivre. Elle transforme un moment de partage et de plaisir en une source d'appréhension et de souffrance. Cela crée des tensions dans le couple. On se sent coupable, on a peur de décevoir son partenaire, on perd confiance en sa propre féminité. Il faut une communication et une bienveillance extraordinaires de la part des deux partenaires pour surmonter cette épreuve. J'ai eu la chance de trouver un homme patient et aimant. Mais la maladie a testé notre couple de multiples façons. La question de la fertilité, souvent compromise par l'endométriose, ajoute une pression immense et une angoisse profonde. Finalement, c'est toute ma vie qui a été mise entre parenthèses. L'endométriose dicte son rythme, impose ses limites. Elle m'a volé une partie de ma jeunesse, de mes ambitions, de ma vie sociale. Elle a transformé mon rapport à mon propre corps, qui est devenu un champ de bataille. Vivre avec une maladie chronique, c'est comme avoir un colocataire indésirable qui ne paie jamais le loyer, met le désordre partout et ne part jamais. On doit apprendre à composer avec lui, à négocier chaque jour pour un peu de répit, un peu de normalité. C'est un deuil constant. Le deuil de la vie que l'on aurait pu avoir si la maladie n'était pas là. Au-delà de la douleur physique, qui est déjà un fardeau immense, il y a une autre souffrance, plus insidieuse, plus silencieuse, la souffrance morale. C'est le poids de se sentir constamment seul face à sa maladie. Même entouré de personnes bienveillantes, personne ne peut vraiment comprendre ce que l'on ressent. La douleur de l'endométriose est invisible. De l'extérieur, on peut avoir l'air en parfaite santé. C'est ce décalage permanent entre notre apparence et notre réalité intérieure, qui est si difficile à gérer. On sourit, on discute, on travaille, mais à l'intérieur, on mène une guerre. Cette dissimulation constante est épuisante. Elle nous isole dans une bulle de souffrance que personne ne peut pénétrer. L'isolement est l'une des conséquences les plus cruelles de cette maladie. Il naît de l'incompréhension des autres, mais aussi de notre propre retrait. On finit par refuser des invitations, non par manque d'envie, mais par peur de la douleur. On s'éloigne pour ne pas être un poids pour les autres, pour ne pas avoir à se justifier encore et encore. Cet isolement nourrit des sentiments sombres, la tristesse, la frustration, la colère. Colère contre son propre corps qui nous trahit. Colère contre un monde qui ne nous comprend pas. Parfois, la dépression s'installe, compagne silencieuse de la douleur chronique. On se sent piégé, sans issue, et l'avenir paraît effrayant. Le parcours de soins lui-même est une source de solitude. Malgré le diagnostic, trouver une prise en charge adaptée reste un combat. Il y a peu de spécialistes de l'endométriose, les délais pour obtenir un rendez-vous sont très longs. On se sent souvent abandonné par le système de santé. Les traitements proposés, comme la ménopause artificielle ou les chirurgies lourdes, ont des conséquences importantes sur le corps et le moral. Prendre ces décisions seul est une responsabilité écrasante. On passe des heures à peser le pour et le contre,
à chercher des informations, à espérer faire le bon choix pour soi-même, sans aucune garantie de succès. Cette quête de soulagement est un chemin solitaire et semé d'embûches. Devenir une patiente experte est une nécessité, mais c'est aussi un fardeau. On doit connaître sa maladie mieux que certains médecins. On doit se battre pour obtenir les bons examens, les bons traitements. On doit défendre la légitimité de sa douleur à chaque consultation. Cette charge mentale est énorme. On n'est plus seulement une femme, une amie, une professionnelle, on est aussi une malade chronique qui doit gérer son propre dossier médical. Cette double casquette est lourde à porter. La solitude de la guerrière, c'est cela. Se battre sur tous les fronts, souvent seule, en espérant simplement une vie avec moins de douleur. C'est un combat de l'ombre, invisible aux yeux du monde. Face à l'impuissance de la médecine conventionnelle à m'offrir une solution miracle, j'ai compris que je devais devenir l'actrice principale de mon bien-être. Je ne pouvais plus attendre passivement que l'on me guérisse. J'ai décidé de reprendre une partie du contrôle, de chercher mes propres armes pour mieux vivre avec la maladie. Mon premier grand changement a été l'alimentation. J'ai découvert que certains aliments pouvaient attiser l'inflammation et donc mes douleurs. J'ai progressivement adopté un régime anti-inflammatoire, moins de gluten, de produits laitiers, de sucre raffiné et de viande rouge. J'ai privilégié les légumes, les fruits, les bonnes graisses et les protéines végétales. Ce n'était pas facile au début, mais les bénéfices sur mes douleurs et mon énergie ont été spectaculaires. Ensuite, j'ai revu complètement mon hygiène de vie. J'ai appris à écouter mon corps, à respecter ses signaux de fatigue, fini de pousser mes limites jusqu'à l'épuisement. J'ai intégré des moments de repos dans mes journées, j'ai appris à dire non pour me préserver. Le sommeil est devenu une priorité absolue. J'ai aussi découvert les bienfaits de pratiques douces comme le yoga, la méditation et la sophrologie. Ces disciplines m'ont aidé à gérer la douleur d'une manière différente, non pas en la combattant, mais en l'accueillant, en respirant avec elle. Elles m'ont permis de reconnecter mon corps et mon esprit, que la maladie avait brutalement séparés. La gestion de la douleur au quotidien a été ma plus grande bataille. J'ai constitué ma propre boîte à outils. Elle contient des choses simples, une bouillotte qui ne me quitte jamais, des huiles essentielles apaisantes, un appareil d'électrostimulation qui m'aide à court-circuiter les messages de douleur. J'ai aussi appris des techniques de respiration profonde pour calmer mon système nerveux pendant les crises. Plutôt que de subir la douleur passivement, je suis devenue proactive. Je tente d'anticiper les crises, de les gérer dès les premiers signes. Cela ne fait pas disparaître la douleur, mais cela me donne un sentiment de contrôle, ce qui est psychologiquement très important. Je ne suis plus seulement une victime de la douleur, je suis une gestionnaire de ma douleur. Enfin, la plus grande arme que j'ai trouvée est l'information et le partage. J'ai rejoint des associations de patientes, des groupes de parole sur les réseaux sociaux. Échanger avec d'autres femmes qui vivent la même chose que moi a été une véritable révélation. Je n'étais plus seule. J'ai trouvé une communauté, une sororité. Nous partageons nos conseils, nos doutes, nos victoires. Cette solidarité est une force incroyable. Elle m'a permis de sortir de l'isolement, de déculpabiliser et de trouver la force de continuer à me battre. Reprendre le pouvoir sur sa santé, c'est un cheminement personnel, mais il est tellement plus facile quand on est soutenu et comprise. À toutes celles qui viennent de recevoir leur diagnostic, à celles qui sont encore en pleine errance, à celles qui luttent chaque jour dans l'ombre, je veux vous adresser un message d'espoir. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Cette maladie est une épreuve terrible, mais elle ne vous définit pas. Vous n'êtes pas votre douleur. Vous n'êtes pas votre fatigue. Vous êtes des femmes courageuses, résilientes, des guerrières qui mènent un combat quotidien avec une force que peu de gens peuvent imaginer. Votre valeur ne dépend pas de votre productivité, de votre capacité à endurer sans vous plaindre ou de votre fertilité. Votre valeur est intrinsèque, immense, inaltérable. Ne laissez jamais personne minimiser ce que vous vivez. Votre douleur est réelle.
votre combat est légitime. La féminité ne se résume pas à l'absence de douleur ou à la capacité de procréer. Notre féminité est multiple. Elle réside dans notre force, notre empathie, notre capacité à nous relever encore et encore. L'endométriose nous vole beaucoup de choses, mais elle ne doit pas nous voler l'amour de nous-mêmes. Apprenez à être douce avec vous-même, à célébrer vos petites victoires, à vous pardonner les jours où vous ne pouvez pas vous lever. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il est votre allié qui se bat du mieux qu'il peut. Notre plus grande force réside dans notre union. Ensemble, nous sommes invincibles. Cherchez le soutien d'autres femmes atteintes d'endométriose. Partagez vos histoires, vos peurs, vos astuces. Cette sororité, cette endosororité, est un baume pour l'âme. Elle brise l'isolement. Elle nous donne la force de continuer. Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes. Nous devons exiger une meilleure reconnaissance de notre maladie. Nous devons demander plus de recherche, une meilleure formation des médecins, une prise en charge plus rapide et plus humaine. Notre combat individuel doit devenir un combat politique et social. Nous le devons aux millions de femmes qui souffrent aujourd'hui et à toutes les jeunes filles qui viendront après nous. Alors, levons-nous. Parlons, éduquons, battons-nous. Ne laissons plus jamais le silence et la honte nous dicter notre conduite. L'endométriose est une partie de notre histoire, mais elle ne sera pas la fin de notre livre. Nous sommes les auteurs de nos propres vies. Avec nos cicatrices, nos jours de douleur, mais aussi avec notre incroyable résilience et notre espoir indéfectible, nous continuerons à avancer. Nous méritons la santé, le respect et le bonheur. Et nous nous battrons, ensemble, jusqu'à ce que nous les obtenions. Vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Notre combat est notre force.